Nos invités sont toujours avec nous, Pasteur Edo, Komi, Honorable Beausoleil Obekou et Adam Adjronou. On parlait du Bénin, on parlait justement de ces 4 morts dans le service de réanimation du CNHU après une coupure d'électricité dans ce pays. Adam Adjronou, vous avez voulu ajouter? Oui, je pense que c'est un désaveu sanglant pour le gouvernement du Bénin. Il vous en souvient qu'il y a moins de 2 mois que Patrice Talon donc était invité en face des patronats de la France. Et l'un des arguments avancés pour inviter ce patronat à venir investir au Bénin était la question de l'énergie. Et justement, c'est sur cette question-là qu'il est justement interpellé à moins de 2 mois. C'est un sabotage et personne ne saurait le dire parce que de toute évidence aujourd'hui, cela va démotiver forcément ceux qui... Parce que c'est quelqu'un qui vient investir et on sait pertinemment que l'énergie est au centre de tout développement dans tous les pays. Et justement, voilà pourquoi il a dit la question est plus ou moins rétablie, même si nous savons que cette question d'énergie est une question également épineuse, mais chaque pays essaie véritablement de faire ce qu'il faut pour faire en sorte que cette question puisse être l'un des moteurs de développement de ce pays. C'est ce qu'il a fait, mais aujourd'hui, il y aura forcément une démotivation. Pas parce que l'énergie manque, mais justement, l'usage de cette énergie-là va causer jusqu'à mort d'homme quelque part où... Partout, vous voyez les stations d'essence au Togo, etc. Ouais. Lorsqu'on coupe l'énergie, ça revient instantanément. Voilà. Parce qu'au moins 5 minutes, le patient commence pas à suffoquer. Donc ça vous a dit qu'il y a eu interruption du courant à peu près à perte de 30 minutes pour aller à un mort d'homme. Donc voyez-vous, donc moi je me dis, Patrice Talon, s'il arrivait qu'il sévisse sévèrement, je pense qu'il n'y a pas lieu de l'accuser, compte tenu du fait que cela ressemble pratiquement à un sabotage à un pays comme le Bénin où il met véritablement l'arsenal qu'il faut pour le développement de ce pays-là. Alors, Pasteur Edo Komi, vous pensez que le président Patrice Guillaume Atanas Talon va sévir comme d'habitude? Ah oui, il a intérêt à sévir. Il a intérêt à sévir. Je crois que lui-même, personnellement, il a déjà saisi l'autorité de régulation du secteur de la santé, ce qui veut dire que c'est là où tout va être, tout l'enjeu va être mené pour pouvoir parvenir aux sanctions, et il le faut. Vous savez, vous vous rappelez tout dernièrement du président sénégalais, Macky Sall. Il a limogé le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, ce qui veut dire qu'on reconnaît. Quand vous suivez sur d'autres médias aujourd'hui qui ont réagi par rapport à ce qui s'est passé au Bénin, on reconnaît quand même que le gouvernement a mis des moyens. Oui. Tous sont unanimes à reconnaître que le gouvernement a mis des moyens ces dernières années dans la santé. Et personne ne pourrait imaginer le groupe électrogène. C'est combien? On doit en avoir 2 ou 3 même, au Centre national hospitalier universitaire. En cas de caissière, donc il faut que ça relaie. Et automatiquement aujourd'hui, vous venez chez nous au bureau, dès qu'il y a coupure, ça relaie automatiquement. Ça c'est plus simple aujourd'hui. Et mais je disais quelque chose sur lequel je reviens encore. C'est l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Nous, en Afrique, on ne doit plus souffrir. Ouais. On ne doit plus souffrir du courant. C'est un point capital. Mais c'est un point capital. Qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, il y a des techniciens un peu partout dans nos pays. Pourquoi on ne met pas l'accent sur l'énergie éolienne? Le centre, là, en principe, doit être doté mais c'est un centre de recherche universitaire où il faut que les scientifiques donc, soient toujours à l'œuvre pour pouvoir faire des découvertes et équiper le centre là de l'énergie éolienne. Et ça, on n'aura pas de ce genre de problème. Donc, le Patrice Talon a toute la carte devant lui. C'est lui qui doit mener, il a toute la carte dans ses mains pour pouvoir sévir et que toute la chaîne, les responsabilités soient dégagées et que les têtes tombent. Pour une fois, ça va dissuader les gens qui se seraient allés encore à détourner des fonds à d'autres fins. Donc, c'est dire quand même que nous attendons la suite, mais le président Talon doit sévir et faire de telle sorte que ce genre de truc ne répète pas. Les gens ont perdu 4 personnes, comme ça de vie. Gratuitement. Je crois qu'ailleurs, on ne peut pas tolérer ce genre de comportement. Mais ce qu'il fallait aussi ajouter, juste une minute, c'est que c'est vrai qu'il y a une autorité de régulation de la santé, mais si nous prenons par exemple le Togo qui a pris de l'avance, il y a une autorité de régulation de l'énergie. Nous en avons, c'est vrai que l'autorité n'est pas très connue. Voilà. N'est pas très connue du public togolais, mais
Voilà, les tirer voilà. de l'eau. Mais elle existe bel et bien pour faire en sorte que éviter ce genre de cas. Malheureusement, on l'entend moins sur certains aspects. Et puis les Donc, plaintes, en fait, c'est à la RSE que les plaintes, quand les consommateurs ont des problèmes, c'est à la RSE, il faut comme savoir. on a l'habitude de voir l'autorité de régulation du secteur de... Voilà, voilà. Honorable, vous voulez ajouter quelque chose Oui, au mais fil, il faut sévir parce qu'on vient de dire que les moyens ont été mis pour équiper l'hôpital. Mais une chose est de mettre les moyens, et l'autre chose c'est de voir si ces moyens ont servi vraiment à des frais. Parce qu'on nous a dit qu'il y a un groupe électrogène. Est-ce qu'il y a vraiment un groupe électrogène et de qualité, de capacité aussi élevée? Le travail, voilà. Et tout ça là, c'est les enquêtes qui vont déterminer vraiment les responsabilités. Et il faut vraiment sévir. Et on sévit pas pour la forme, mais pour éviter. Ceux qui sont morts, malheureusement, ils sont déjà morts. Bon, c'est fini. D'autres ne revenir, mais demain, il faut que d'autres ne meurent plus. Et je crois que aussi, on ne va pas jeter seulement la pierre à cette structure sanitaire parce que elle existe depuis. Mais je crois qu'elle a sauvé aussi des vies humaines. Mais maintenant, si les erreurs arrivent, mais il faut relever ça et situer les responsabilités pour éviter ces erreurs parce que c'est un secteur de vie ou de mort des citoyens. Donc, il faut vraiment que les responsabilités soient situées vraiment, que les enquêtes soient des enquêtes vraiment indépendantes pour ne pas être biaisées et qu'il faut vraiment punir s'il y a lieu les fautifs. Comme pour dire, les hôpitaux africains sont malades, il faut les soigner. Allez, on file au Mali. Cela fait désormais 3 mois que les 46 militaires ivoiriens, il était au départ 49, il faut le préciser, considérés par le pouvoir malien comme des mercenaires, sont détenus. La Côte d'Ivoire a toujours exigé leur libération et a toujours contesté le fait qu'il s'agisse de mercenaires. Alors, on va poser cette question, Pasteur Edokomi, parce que vous êtes proche du Mali ces temps-ci. Ces 46 militaires détenus à Bamako sont-ils tous des Ivoiriens? Parce que là, quand on voit le cas du Bénin, ce sont les réseaux sociaux qui nous ont au prime abord informés. On a appris aussi sur les réseaux sociaux qu'il y a 30 soldats des troupes de la Légion étrangère française composés de 46 Sierra-Léonais, 5 Sud-Africains, 4 Ghanéens, 10 Libériens et puis 7 Togolais. Est-ce que c'est vérifié, Pasteur Edo? Comme ici, je fais les calculs, ça veut dire que les Ivoiriens sont 16. Au départ 16. Ils étaient 49 ou 16 en tout cas. Voilà, le feuilleton des 46 soldats se complique. Et les émissaires de la CEDEAO qui sont allés écouter ces genres d'informations selon ce qu'on nous dit, n'avaient plus l'impression de donner, de s'adresser à la presse pour, comme étant les conclusions de leur mission. De toute évidence, nous sommes en contact avec la société civile malienne et certains journalistes qui ont confirmé cette information, que le contingent ivoirien devient contingent franco-ivoirien. Parce que justement, les légions, les anciens, les légionnaires français, c'est des Africains, mais qui ont fait leur carrière. Leur carrière militaire en France, on en avait aussi au Togo. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais on en avait aussi au Togo. Et ce sont les gens qui sont allés combattre pour la France. Et donc, ça se complique. Et avec ces révélations, la situation est très complexe. Et je crois finalement que tous ceux qui doutaient de qualificatifs de mercenaires aujourd'hui n'ont plus de mots. Parce que on parle du contingent ivoirien. Contingent ivoirien, en principe, ça ne devait être que des Ivoiriens. Mais voilà qu'on trouve des Libériens, des Sierra-Léonais, des Togolais, des Sud-Africains. Alors c'est la preuve que c'est un groupe qu'on a composé de manière hétéroclite pour aller faire du mal au Mali, pour aller déstabiliser le Mali. Et dans ce cas, on ne peut que donner raison aux autorités maliennes qui ont su avec de doigté. Alors parce que, est-ce que ce n'est pas trop vite aussi aller en besogne? Parce qu'au départ, on nous a présenté 49 Ivoiriens. Comment se fait-il
qu'aujourd'hui, Non, non, on nous non, parle d'autres nationalités? Non, je pense que... Est-ce qu'on n'a pas vite vérifié cela avant Voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, ce qu'on a dit au départ, les autorités maliennes n'avaient pas voulu quand même décliner l'identité de tous. On a dit contingent ivoirien dès le départ. Et selon les informations que nous avons eues de sources bien informées, c'est que justement le Mali avait voulu quand même une négociation diplomatique pour ne pas exposer la situation. Et vous vous rappelez qu'il y avait même des démarches auprès des autorités maliennes que cette affaire ne soit pas débattue au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est dire qu'on sait déjà en amont qu'il y avait des complicités, des soldats qui sont venus de toutes les nations pour composer ce contingent dans le but, dans un but, c'est ça le but dont on ne sait pas, même si on dit que ces troupes-là devaient contribuer aux forces des Nations Unies à l'amunissement. Donc aujourd'hui, c'est clair quand même que sans vite aller au besoin, la situation se clarifie et les uns et les autres ne savent plus quoi faire. Même moi, j'ai un collègue de la société civile sierra-léonaise qui nous a dit justement que il y a des ressortissants sierra-léonais qui sont oui bien sûr, qui a confirmé. Moi je ne veux pas donner les noms, je ne peux pas donner les noms en direct, mais elle nous a envoyé les noms de ces soldats légionnaires français, mais qui sont d'origine sierra-léonaise, et c'est ça qui fausse tout le jeu aujourd'hui pour arriver à la fin de ce feuilleton, de cette situation. C'est des négociations diplomatiques, mais jusqu'à quand est-ce que le président togolais va réussir sa médiation? Parce qu'il est au four au moulin pour que cette situation finisse entre les deux pays voisins. Mais la complication, c'est que le contingent a composé non seulement des Ivoiriens, mais des soldats venus d'autres nationalités. Alors, honorable Bossoleyo Bekou, est-ce que selon vous aussi, ça rend plus complexe la situation? Parce qu'on peut poser cette question. Le président Ouattara est le maître, si on peut le dire, l'entraîneur de tout le monde. Est-ce qu'il est parti ramasser ces différentes nationalités ou bien il s'est adressé à la France, selon les dires des gens, pour ramasser ces mercenaires dans le seul but d'aller chercher le pouvoir de Bamako? D'abord, est-ce que ce sont des mercenaires? La question n'est pas encore claire, tranchée. Ou bien la réponse n'est pas claire. C'est le gouvernement malien qui dit qu'ils sont des mercenaires. Et ce nouveau rebondissement dont on parle, ça je le prends avec beaucoup de pincettes, parce que le gouvernement malien même n'a pas encore communiqué sur ça. Parce qu'au départ, pourquoi on disait que c'était des soldats ivoiriens? Parce qu'on nous avait dit qu'ils étaient on les avait supprimés avec des passeports ivoiriens. Mais ce qui leur était reproché, c'est qu'ils n'ont pas sur leur passeport leur vraie profession. Au lieu de soldats, on a mis maçon, tout ça. Et là-bas aussi, c'est un autre problème parce que le gouvernement ivoirien a raison de douter de la... Ivoirien ou bien malien? Malien plutôt, de douter parce que pourquoi... Ces soldats, ils sont des soldats qui sont envoyés pour une mission de surcroît onusienne, mais qui ont aussi qui ont camouflé leur identité. Voilà, c'est là-bas où on peut donner raison à l'inquiétude du Mali. Ceci dit, l'ONU a déjà confirmé qu'ils sont en mission et onusienne. Non, l'ONU n'a pas confirmé. Si, parce que le porte-parole de MINUSMA dit qu'il ne reconnaît pas. Mais il avait le son. Général, le l'ONU l'a bien dit la fois passée dans le match entier à cette. Non, il a dit à dessein. Il a dit à dessein. Il a pris parti. Nous, on peut analyser que lorsque les informations sont vraiment officielles. Donc l'ONU a reconnu, à part la voix de son secrétaire général, Antonio Guterres. Et voilà. Et donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que même
le gouvernement malien au départ et jusqu'aujourd'hui a communiqué que ce sont des soldats Ivoiriens. Qui ont là où se trouve le l'interrogation passeport ivoirien. Et maintenant, si au niveau des réseaux sociaux, ça circule qu'ils seraient les gens seraient de nationalité est différente, y compris de la nationalité de mon pays, le Togo. Donc, on attend de voir la confirmation ou bien la version officielle des autorités maliennes. Donc, ceci dit, est-ce que selon vous, cela rend plus compliqué les négociations? Si ça s'est avéré, ça rend un peu plus compliqué. Parce que ça veut dire que, d'abord, oui et non. Oui. Parce que si c'est une mission onusienne, il est de bon ton, parce que j'ai développé quelque chose différentes nationalités. Mais on ne va pas dire que le contingent ivoirien, on ne va pas parler de contingent ivoirien. D'abord, parce qu'il y a beaucoup de diverses missions aussi au niveau de l'ONU. Ouais. Peut-être qu'on a camouflé, on a dissimulé leur identité, leur nationalité aussi à dessein. Puisque l'ONU déjà, officiellement, confirme qu'ils sont allés pour... que ce ne soit pas des mercenaires. Ce ne soit pas des mercenaires. Non, il ne faut pas croire à ce que l'ONU a dit. Pourquoi je ne veux pas croire? Il faut rien à ce que la l'ONU est une structure sérieuse, bien organisée, une structure mondiale. Et pourquoi prendre au sérieux la version des autorités maliennes? Non, surtout de porte-parole de MINUSMA. C'est lui qui est le porte-parole des Nations Unies. C'est lui qui doit savoir tout ce qui se fait. Et puis, s'il y a un contingent, c'est lui qui doit savoir. Et puis le patron lui-même, passeur. Non, le patron lui-même. Non, le patron, c'est un politique. Il faut vraiment analyser cette situation. C'est pas un technicien, le patron. Et poser avec cette situation avec de bons éléments. Et ces éléments qui sont sous nos yeux, c'est de ça qu'il faut parler. Mais on ne va pas aller derrière la table, mais sous la table pour aller chercher ce qu'on ne nous sert pas officiellement. Donc, ceci dit, on a bien dit, vous l'avez bien dit, que c'est les réseaux sociaux. Et je crois, selon... Quand moi j'ai observé les autorités maliennes depuis le coup d'État jusqu'à maintenant, c'est quand il y a des rumeurs, ils sortent rapidement pour confirmer, pour faire des déclarations, pour confirmer ce que les rumeurs disent. Donc, pour le moment, on n'a pas encore cette confirmation. Bien sûr, parce que c'est leur version, la version officielle qu'il faut prendre en compte. Quelles que soient les rumeurs, quel que soit ce qui se murmure au niveau des réseaux sociaux, c'est la version officielle que nous, analystes de la situation, et tu crois politique encore, il faut prendre en considération. Et ceci dit, moi je l'ai dit plusieurs fois ici, si c'est vraiment, ils sont vraiment des mercenaires, le Mali a raison de les juger parce qu'on ne peut pas laisser un pays être déstabilisé. Maintenant, l'ONU a quand même confirmé qu'ils sont en mission onusienne. La Côte d'Ivoire, et avec à sa tête le président Ouattara, insiste et proclame même qu'ils sont des accusations qu'on porte sur ces militaires, qu'ils sont innocents par rapport à cette alliance. Le président Mbalo a dit la même chose. Tout le monde, la CEDEAO le dit. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Et maintenant, je dis que quand on appelle à une médiation, ça veut dire que lorsque c'est flou, moi je le dis, et ça n'engage que moi, si c'est vraiment des mercenaires, le Mali allait déjà commencer par les juger. Donc maintenant, lorsque le Mali même est ouvert à des négociations, je le dis, excusez-moi, je suis quand même au niveau de la diplomatie, j'apprends un peu de la diplomatie. Je ne peux pas dire que j'en connais parce que j'apprends un peu de la diplomatie et je me dis, au niveau politique, lorsque c'est dans cette situation politique, où le Mali même cherche quand même comment approuver sa sincérité, tout ça là, si c'était vraiment des mercenaires, je le dis, on allait quand même commencer par les juger. Mais dans cette situation-là, lorsque la diplomatie s'ingère et demande, et les deux parties, et le Mali, et la Côte d'Ivoire, et l'ONU, la CEDEAO, sont d'accord pour une solution à l'amiable et une négociation, cette solution, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne se dit pas, qui cloche un peu, et que seule la médiation et le dialogue, la négociation peut éclairer cela. Et peut nous amener à résoudre cette situation. Adam Adjorono, je suis en train de voir un schéma. Le président Ouattara, parce que puisque c'est lui on accuse, il va ramasser tous ces mercenaires. Comment il l'a fait, sans l'autorisation peut-être du Togo, même si ces Togolais sont de la Légion, Légion française et autres. Comment ça se passe? Vous êtes journaliste, éclairez-nous. Non, vous savez, je pense que avancer ces arguments-là, c'est un peu insulter
plus ou moins l'intelligence du président qui est mise en cause. Parce que de toutes les façons, vous savez, lorsque vous prenez la structuration militaire et sécuritaire de tout un pays, ce sont des astuces qu'on ne laisse jamais à la disposition de n'importe quel pays. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces militaires-là comme étant des légionnaires, d'autres nationalités, etc., mais est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui, avec toute équation bien définie, de quoi est composé les militaires maliens? C'est pas évident, puisque ça reste une structuration interne au Mali. Donc, évoquer cette situation actuellement, en tout cas, moi personnellement, me laisse perplexe. Pour la simple et bonne raison que le Mali a eu le temps, et surtout aujourd'hui, lorsque vous voyez les relations entre le Mali, et je pense que le pasteur vient de le définir tout à l'heure, il n'a parlé que de la France. Ça voudrait dire qu'il y avait auparavant des idées, des versions bien définies sur lesquelles il faut accuser quelqu'un avec qui on est en relation suffocante. Donc aujourd'hui, de toute façon, quelqu'un qui suit de bout en bout cette situation-là peut quand même s'imaginer des choses. Mais étant donné que, bon, ils ont la latitude, parlant donc de l'enquête, on ne sera aujourd'hui porter, disons, un jugement négatif sur ce qui est dit. Mais à un même moment, moi, je me dis, c'est très grave. Très, très grave pour la simple et bonne raison que c'est même une trahison. Si tel est que véritablement ces gens-là étaient donc des mercenaires, tel que dit aujourd'hui, parce que le pasteur a dit que ce sont les autorités qui l'avancent, puisque nous le mettons sur le coupole des réseaux sociaux. Mais c'est grave en ce sens que, lorsqu'on sait que pour des accusations très graves jusqu'à ce point, que Assimi Goïta avait voulu monnaie sur les propres fils maliens et libérer des gens qui sont... Est-ce que vous imaginez la lourdeur, la grandeur de ce que voulait faire Assimi Goïta? Donc je pense que c'est une trahison devant le peuple malien. Si tel qui pensait que c'est les mercenaires sont arrivés pour déstabiliser, libérer pour avoir les monnaies sur les propres fils maliens. Voyez-vous? Mais qu'est-ce que vous dites? Non, c'est pas la même chose. Nous ne parlons pas d'otages. Je dis. Donc actuellement, on considère les propres fils maliens comme étant plus djihadistes que les djihadistes qu'on combat au Mali. C'est ce que ça veut dire en réalité. Et là c'est très grave. Et je pense que c'est une page que Assimi Goïta doit fermer, sans quoi il aura des précédents très graves sur lui-même, sa personnalité, si tel que ce qu'il est en train d'avancer aujourd'hui est vrai et qui veut les monnaie sur les trois fils maliens, qui sont d'abord maliens. Mais c'est quand même grave. Donc je pense que c'est un argument véritablement à revoir. Et justement, c'est vrai que lorsque nous parlons de diplomatie théorie et de la diplomatie exprimée, je pense que ceux qui essaient de faire sans connaître le profit de ceux qui véritablement avancent des arguments, parce que quelque part, lorsque nous parlons de diplomatie, il y a des choses. Personne ne connaît les profils de ceux qui sont en train de débattre de ces questions-là sur la diplomatie, et les gens... Ouais, au même moment, on peut relativiser Adam. De toute façon, à un moment donné, le Mali était sous pression. Il y avait la médiation du Togo. Il y avait qui est toujours d'actualité. Il a voulu aussi tirer profit de la situation. Non, même moi, je pense que... Non, je pense que... En échange, donnez-moi ces trois personnalités. Non, mais c'est trop facile. C'est trop facile de le dire. Est-ce que vous voyez la lourdeur, la grandeur de l'acte que vient poser par rapport à ce qu'il dit? Et ce qui m'étonne, c'est justement de les changer avec les profils maliens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais qui sont en conflit. Donc je pense que le pasteur il a compris. De toutes les façons, aussi aujourd'hui, il a compris. Il parle d'otage, ça veut dire que le Mali a pris des gens. C'est gravissime. C'est très gravissime. Nous ne faisons que des analyses, mais c'est gravissime. Ce qui est en train de se passer quand même. Là, ce que je disais tout à l'heure. Mais vous parlez comme si vous n'avez jamais... On a fait sortir des djihadistes contre des journalistes. Des djihadistes qui sont arrêtés. Qui ont tué des gens. Qui ont tué des gens. Qui ont une force de nuisance terrible. On les a libérés. Donc, bien sûr qu'on les ici, ce n'est pas la libération. C'est pas ça. Non, des gens pour être jugés. Non, justement, c'est que... Et qu'on les monnaie par rapport aux fils maliens. Les mercenaires sont libérés contre les fils maliens. Mais ce ne sont pas les fils maliens. Non, pas les fils maliens. Ce ne sont pas des Maliens. Non, c'est des Maliens, mais qui sont en difficulté, qui sont en conflit avec la loi. Mais de toute façon, ils sont quand même Maliens. Non, ce n'est pas ce qui importe. Ce n'est pas ça ce qui importe. Ce qui importe, c'est qu'il y a échange. Mais je ne vous ai pas compris, pas du tout. Parce que vous ne pouvez pas parler de ce genre.
On échange. Non, en fait, les arguments que nous exposons, en réalité, viennent prouver la thèse de déstabilisation qui était jusqu'au jour d'aujourd'hui. Selon vous, pasteur Edo Komi, c'est la France qui aurait aidé le président Ouattara en lui fournissant. Non, mais écoutez, c'est légionnaire. Non, fournir les légionnaires à un pays, c'est trop simple. Non, mais c'est trop simple. C'est des légionnaires. C'est des gens qui sont sous le contrôle, qui ont la nationalité. Quand vous êtes légionnaire, vous êtes presque citoyen de la France. Oui, ça dépend des séquences. Ça dépend. Donc, livrer ces gens, fournir ces gens à Ouattara, est-ce que c'est affaire de minutes? Normalement, quand ça doit se faire, parce qu'on avait dit pas le pays d'origine, ou bien ça se fait en même temps. C'est la France qui décide. Non, mais ces légionnaires, il y a certains. Les légionnaires partent d'eux-mêmes. Les légionnaires partent d'eux-mêmes. Ils sont enrôlés d'eux-mêmes également. En Ukraine, il y a des légionnaires français. Les légionnaires qui combattent là-bas, qui ne sont pas. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accuser le Togo, le gouvernement togolais, parce que si. Ni la France, ni le gouvernement français. Voilà. Non plus. Mais c'est ce que vous avez nous faire croire. Non, mais c'est ça, non, ce qui dit est vrai. Les légionnaires sont libres. On dit il y a des légionnaires. Les légionnaires français sont toujours sous le contrôle de la France, même s'ils ne sont plus en activité. C'est des gens qui ont servi la France. Et dans l'optique de nuire au Mali, mais la France peut activer le réseau. Avec le président Ouattara. Avec Ouattara. Donc jusque-là, je dis que vous voyez, ce que nous attendons, c'est la publication des images, des photos. Ce qui va suivre maintenant, c'est le gouvernement malien va publier les images, les photos à l'appui. C'est ce qu'on. De toutes les façons, jusque-là. De ces mercenaires, on va publier. Moi, j'ai les sources sûres. Bientôt, on va publier les photos et vous allez voir qui sont ces gens. Vous savez? Non, mais au début, il y en avait eu déjà. Non, même au début, il y en avait eu. Au début, il y en avait eu. C'est vrai que c'est pas tous, mais il y avait eu. J'ai fini. Pour vous dire que ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce ne sont pas ça, je vous dis, ici sur ce plateau, je le dis. Même si le gouvernement, vous avez dit que ce sont des Ivoiriens. Laisse-moi dire. On peut changer de version à chaque moment. Mais de toutes les façons, ils avaient des passeports, ils avaient tous des passeports ivoiriens. Reconnaissez. Voilà, je vous explique. Donc c'est pourquoi on dit. Voilà. Alors, pasteur, on va marquer la pause. On va marquer la pause pour le journal. Après qu'ils se sont dit, je suis togolais, je suis libérien, je suis sud-africain. Le débat nous intéresse. On va marquer la pause. On va mettre encore au moins 10 minutes pour parler du Mali. C'est toujours un sujet passionnant.